mourir avant ses propres parents, waouh. Et là, j'ai chialé. Ouais. En 2016, on m'a découvert une tumeur cérébrale de la taille d'une balle de ping-pong. Et putain, j'ai survécu. Avant, j'avais une vie totalement banale. Et c'est en 2016 qu'on m'a annoncé que j'avais une tumeur cérébrale. Je me souviens, j'étais en train de regarder Top Chef. Ça m'a marqué ça. Et j'ai commencé à perdre la vue. J'avais ma copine à côté de moi, donc j'ai essayé de lui expliquer que je perdais la vue. Je l'ai regardée et je lui ai dit et là, j'ai pris peur. Je me suis dit pourquoi j'arrive pas à parler correctement. Elle et moi, on pensait que je faisais un AVC parce qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente. Mais c'était une crise d'épilepsie. Une crise d'épilepsie partielle parce que j'ai pas perdu connaissance, j'ai pas eu de convulsions. Donc on s'est dépêché d'aller à l'hôpital. Arrivé sur place, ça allait déjà mieux, mais ils m'ont quand même fait un scanner pour découvrir d'où ça pouvait venir. C'est une semaine plus tard que je vais voir un neurologue, super sympa, il me fait quelques vannes, voilà, pendant 20 minutes, l'ambiance est très très bonne. Et d'un seul coup, il tourne l'écran de son ordinateur. Donc je vois un scanner d'un cerveau avec une tache blanche, une assez grosse tache blanche d'ailleurs. Et il m'annonce comme ça, c'est une tumeur cérébrale. Là, je me dis, ok, c'est bien, il me montre ça peut-être pour que j'apprenne quelque chose dans le monde médical, très bien, parce que je n'ai pas réalisé qu'en fait, il parlait de moi. Et là, on pense que d'un seul coup, tout va être triste. Pas du tout. Moi, j'ai eu aucune réaction. Je ne me rendais pas compte de ce que ça impliquait. Qu'est-ce que ça allait impliquer dans ma vie future. Donc, j'ai juste posé des questions comme un gamin. J'étais là devant lui, d'accord, donc une tumeur cérébrale, c'est quoi exactement? C'est quelque chose qui grossit par-dessus le cerveau? Non, 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 c'est une partie de votre cerveau qui est en train en fait de nécroser, de moisir, même si ces termes sont forts. C'est à l'intérieur de votre cerveau et il faudrait vous l'enlever. Quand j'ai appris tout ça, après mon premier rendez-vous, j'ai commencé à regarder en ligne. Le problème quand on regarde en ligne, c'est qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Moi, par exemple, j'avais lu que l'espérance de vie quand on a une tumeur, c'est environ 3-4 ans. Moi, je l'ai appris il y a 8 ans. Je suis toujours là. En plus, j'ai l'air enfant. Voilà. Donc, il ne faut pas se précipiter sur Internet. Demandez à des professionnels qui ont l'habitude de gérer ça. Chaque cas est unique. Il y a énormément de types de tumeurs cérébrales différentes. Et quand je suis sorti de là, j'étais même pas forcément touché. J'étais même pas triste en fait. J'ai été triste quand je suis allé l'annoncer à mes parents. Là, ouais. Là, quand je les ai vus en face de moi et que j'ai dû leur annoncer, en fait, j'ai une tumeur cérébrale, c'est peut-être une mauvaise nouvelle. À l'intérieur de moi, je me disais peut-être qu'en fait, je vais peut-être mourir avant vous. Ça, c'est dur de penser ça. Mourir avant ses propres parents, waouh. Et là, j'ai chialé. Ouais. Je suis allé à l'opération, je faisais même des petites vannes autour de moi, même le neurochirurgien, quand il m'a demandé ça va, je lui dis ouais, vous, tout va bien. Ça l'a fait marrer. Je sais pas, j'étais pas du tout effrayé par cette opération. Je me suis dit, ça fera une sacrée anecdote à raconter à tout le monde et ça fait partie de ta vie. Voilà, j'étais prêt, j'étais vraiment prêt mentalement. C'est une opération éveillée parce que c'est une équipe entre le neurochirurgien et le patient. En gros, il nous ouvre la boîte crânienne et toute l'opération, il va envoyer des petites décharges électriques sur la partie du cerveau qui s'apprête à enlever. Parce que la tumeur cérébrale, c'est toujours à l'intérieur du cerveau. La partie qui est touchée peut toujours avoir des facultés. Si on l'enlève, ça voudrait dire qu'on peut perdre des facultés. Tout le long de l'opération, moi j'étais allongé, je bougeais le bras droit en permanence pour montrer que je ne perds pas une faculté de mobilité. Je devais répondre à des questions. Il y avait des images en face de moi, des dessins. Il y avait par exemple un parapluie, un animal, une vache, et je devais tout le long dire ceci est un parapluie, ceci est une vache, ceci est un lion. Comme ça, il vérifie que je suis capable d'interpréter ce que je vois en face de moi. Si à un moment donné, et ça m'est arrivé pendant l'opération, j'arrivais plus à reconnaître les images que je voyais devant moi, je savais que c'était un animal, mais j'arrivais pas à dire c'est quoi, comme si je l'avais jamais vu de ma vie. Ça, il y touche pas. Il laisse cette partie, même si elle est touchée par la tumeur cérébrale, il la laisse. Mon réveil a été très compliqué. J'arrivais pas à parler. Pendant 24 heures, ils nous mettent à l'écart, hein, on ne voit pas nos proches. Mais au bout de 24 heures, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mes deux parents en face de moi. Ils avaient le sourire. Là, j'ai tout fait pour leur dire qu'ils m'avaient raté. C'est ce que je pensais à ce moment-là. J'arrive pas à parler, j'ai perdu, je ne reconnais pas tout ce qu'il y a autour de moi. J'essaie de leur dire, ils m'ont raté. J'ai eu du mal à ce que ça sorte de ma bouche. Donc quand j'ai essayé de leur dire, ils m'ont dit, Florent, t'inquiète pas, tout s'est bien passé. On a eu un retour du neurochirurgien, tout s'est bien passé. Ils m'ont juste dit ces quelques mots. Et là, je me suis endormi comme un gamin. J'étais fin heureux. Comme quoi, les quelques mots qu'on peut recevoir de nos proches peuvent avoir un impact très positif sur nous. Et quand le neurochirurgien est revenu me voir, qui m'a dit pareil, tout s'est très bien passé, alors vous allez être
effectivement un peu KO pendant quelques jours, hein, on a touché quand même votre cerveau. J'ai dû réapprendre à parler français. Je ne suis pas reparti de zéro non plus, hein, mais j'avais perdu énormément de vocabulaire. On me montrait, je ne sais pas, une tasse, un verre. On me disait ceci est un verre, j'ai l'impression qu'on m'a inventé un mot devant les yeux. Ceci est un schloubouk. Alors non, je ne connais pas le nom de ce verre, mais ça ne s'appelle pas un schloubout. Et petit à petit, comme si le cerveau reconstruisait des ponts, tout me revenait. Donc j'ai réappris ma langue maternelle, le français, au bout de quelques semaines, quelques mois. Je parlais au ralenti avec une voix aiguë. Eh, salut la famille, ça va? Et moi, je ne m'en rendais pas trop compte. Pour moi, c'était ma vraie voix. Mais autour de moi, il y a des gens qui ont pu se dire « Oh mon Dieu, c'est quoi cette voix bizarre ?» Et c'est très drôle parce que je ne comprenais pas le second degré. Et j'étais sans filtre. Je me souviens, j'ai un pote qui est venu. Je lui dis « Ah là là, ta nana elle est quand même sacrément moche. Hein. Moi, je serais toi, je changerais. » Il m'a dit « Merci Florent pour ta sincérité, mais elle est toujours dans la pièce avec nous, elle est à côté de moi là. » Donc voilà, j'étais vraiment sans filtre comme ça. Sur cette seconde naissance, je me suis dit « Ah non, 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 Flo. Ce coup-ci, tu as une deuxième chance d'avoir une nouvelle vie. Tu as une nouvelle vie, tu as les mêmes rêves, mais ce coup-ci, tu les oublieras jamais. Même si tu redeviens un adulte, tu les oublieras jamais. » Et c'est comme ça que j'ai eu envie du coup de me lancer dans l'humour, dans les vidéos humoristiques sur YouTube, sur d'autres plateformes, Facebook, TikTok. Et là, je m'éclate dans ce que je fais. Quand j'ai appris que j'étais malade, au tout départ, on m'a dit on vous met en arrêt maladie. Je me souviens, on me dit on va vous mettre en arrêt maladie pendant 3 mois. J'ai tout de suite dit non, à 3 mois, mais ça va pas ou quoi? J'ai rien du tout, j'ai aucun symptôme, car oui, c'est asymptomatique. Moi, je ne ressentais pas ma tumeur. À part la crise d'épilepsie, je ne l'aurais pas découverte. On m'a donc annoncé que je serais vu comme un handicapé. Première fois qu'on m'a dit ça, j'ai dit moi handicapé, ça va pas ou quoi? Je ne suis pas du tout handicapé. À quel moment de l'extérieur on peut croire que moi je suis handicapé? On m'a même dit invalide. Mais oh, oh, on vit dans quel monde là? Moi, je ne suis pas du tout handicapé. Mais c'est un terme qui parfois peut faire peur, alors qu'en réalité, c'est un terme général. Parce que c'est un terme qui peut faire peur, mais ce n'est pas une insulte. Il ne faut pas le voir comme ça. J'ai accepté moi-même ce statut de handicap. Déjà, moi, j'ai énormément d'effets secondaires avec tous les médicaments que je prends contre les crises d'épilepsie. J'en prends 4 différents. Et je suis tout le temps fatigué. Là, je ne sais pas si ça se voit, mais je suis tout le temps fatigué. Il y a des choses comme je n'ai pas le droit de conduire, j'ai souvent des espèces de crises de fatigue, je peux m'écrouler de fatigue, et ça, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Moi, je suis toujours un petit blagueur, je vais toujours avoir le sourire, même dans des situations vraiment compliquées. Je peux faire une crise d'épilepsie et me relever moi-même en disant « Non, tout va bien les gars, je viens de faire une crise, mais n'ayez pas peur », alors que je suis dans un état physique qui est quand même assez violent. Donc ouais, moi je l'ai toujours pris avec le sourire et quand j'annonce aux gens ouais j'ai un statut d'handicapé, on peut ne pas me croire. Du coup j'ai fait énormément de crises d'épilepsie et énormément de crises d'épilepsie différentes. J'ai fait les toutes premières, c'était des crises d'épilepsie avec convulsions où je perdais connaissance pendant quelques secondes, quelques minutes. On a tous les muscles qui se contractent. Ça fait même peur aux gens parce qu'on a l'impression que la personne s'étouffe. Il y a d'ailleurs un cliché là-dessus. Ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher la personne de s'étouffer avec sa propre langue. Ça ne marche pas comme ça. Il faut la mettre sur le côté en PLS, mais il ne faut surtout pas mettre vos doigts dans la bouche de quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie parce qu'il risque surtout de vous mordre. Moi, ça m'était arrivé, j'ai malheureusement mordu quelqu'un. Mais il faut pas, c'est un cliché, il ne faut pas mettre vos doigts dans la bouche. Jusqu'à ce qu'on trouve encore un nouveau médicament, c'est là que je vois que la médecine évolue. Parce qu'en 2016, quand j'étais épileptique, ce médicament n'existait pas. On me l'a proposé en 2022. Et en 2022, les crises d'épilepsie là, pour moi, je croise les doigts, mais ont disparu. Des crises de plusieurs minutes, elles ont disparu. J'en ai fait que 2 en 2 ans, alors que j'ai des périodes dans ma vie où j'en ai fait tous les jours. En 2017, par exemple, pendant 4 mois, j'en faisais tous les jours. Ça a été une période un peu compliquée. Ouais. Là, il fallait garder la force, le courage. Il fallait être un warrior et je me le suis prouvé à moi-même, j'étais un warrior. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours dissocié les deux maladies, la tumeur et l'épilepsie. Moi, ma tumeur, tous les jours, j'y pense jamais. J'y pense pas, en fait. Par contre, l'épilepsie, je suis obligé d'y penser parce que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de prendre des médicaments anti-épileptiques. Le soir, avant d'aller me coucher, je prends des médicaments anti-épileptiques. Donc quand on me dit « Flo, pense pas à ta maladie », bah, ce serait con que j'oublie mes médicaments quand même. Hein.
Voilà. Mais à mes yeux, c'est vraiment deux maladies différentes. Si je préférais en fait garder que ma tumeur, à vrai dire. C'est un peu bizarre de dire ça, mais je préférais garder que ma tumeur. Donc je comprends tous les épileptiques, on peut sous-estimer, mais c'est un vrai combat. Et je leur dis force à vous parce que c'est pas toujours évident. Si on me laissait le choix en fait de revivre cette vie-là et de ne pas avoir de tumeur cérébrale, je choisirais toujours la vie que j'ai actuellement. Parce que c'est en découvrant voilà, que le temps était peut-être plus court que prévu, que je suis obligé à me rappeler mes rêves de gamin. Je voulais devenir acteur. Au fond de moi, j'avais envie de faire rire les gens, mais je n'osais pas. Et c'est grâce, et j'utilise bien le terme grâce, hein, c'est très sincère, grâce à cette maladie, grâce à cette tumeur, que je me suis dit, tu n'as plus le temps, Flo, tu te lances. Tu te lances dans, on ne sait pas quoi, lance-toi en fait. Là, tu n'as plus d'excuses. 8 ans plus tard, je suis toujours là, je suis en bonne santé et je m'éclate dans ce que je fais. Moi, je suis resté très positif grâce à ma volonté, grâce à ma force, ça c'est clair, mais aussi grâce à mes proches. Tous ceux qui étaient autour de moi, mes parents, mon petit frère, ils ont toujours gardé le smile à côté de moi. Ils avaient autant espoir que moi et ça aurait peut-être été beaucoup moins facile pour moi si autour de moi tout le monde tirait la gueule en mode oh putain, j'aimerais pas être à ta place, ça doit être dur, tout ça. Donc c'est là, je ne parle pas qu'aux gens qui ont une tumeur, je parle aussi aux gens qui connaissent quelqu'un qui a une tumeur. Il faut partager votre force avec les personnes touchées, partagez votre force avec eux, montrez-leur que vous êtes là pour les soutenir. D'habitude, quand je fais une vidéo, je suis le parfait inconnu, un personnage que j'ai inventé. Là, je vous ai parlé avec mon cœur, c'est moi, Florence Perroni, que vous pouvez découvrir du coup dans mon bouquin qui s'appelle « Putain, j'ai survécu ». Parce que c'est comme ça à chaque fois que j'ai envie de le dire aux gens. Putain, j'ai survécu. Et ce titre a encore plus de sens, c'est une référence à ma toute première vidéo. Elle s'appelait « Putain, j'ai survécu ». Bisous. Ou devrais-je dire bisous.